Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le stand KPMG. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler d'un sujet technologie, non, mais on va parler d'un sujet d'intérêt pour toutes les entreprises et qui commence à sortir dans la presse, à être de plus en plus apparé, on va dire, par les grandes entreprises. Il s'agit de la souveraineté technologique. Alors pourquoi on souhaite parler de ce sujet? Parce que vous le savez, la donnée est aujourd'hui devenue le nouvel or noir des entreprises. Et la technologie, bien alimentée par cette donnée, permet aux dirigeants tout simplement de mieux piloter leur activité, de la contrôler et tout simplement de prendre des décisions importantes. Alors aujourd'hui, la souveraineté technologique est un sujet de préoccupation des grandes entreprises. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'aborder ce sujet, d'autant plus dans l'environnement économique que nous connaissons tous, avec Joy Alexandra Denis, directrice et responsable de la sécurité des systèmes d'information d'Arcus, anciennement Renault Truck Défense. Et puis Stanislas de Rémur, CEO d'Oudrive. Alors Stanislas, je sais que hier soir, tu étais invité à l'Elysée. Tu as pu rencontrer le CEO de NVIDIA. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur le message porté par le CEO? Bonjour à tous, bonjour Joy, bonjour Xavier. Déjà, merci Xavier pour l'organisation de cette table ronde. Oui, j'ai eu la chance hier d'être invité à l'Elysée. C'était vraiment une très grande chance. Et le message du patron d'NVIDIA, il était clair. Il était que la France reprenne en main sa souveraineté et qu'on puisse de nouveau avoir le choix de nos technologies. Voilà. Donc c'était un discours très engagé, très motivant et qu'on aimerait entendre un peu plus souvent aujourd'hui. Alors tu es également membre du COMEX et administrateur de Nouméum. Est-ce que tu pourrais nous resituer finalement l'intérêt et l'enjeu de la souveraineté technologique? Alors la souveraineté technologique, en fait, c'est la capacité pour un État ou pour une organisation de pouvoir contrôler et maîtriser ces technologies critiques. Et au-delà de ce contrôle, j'aime bien aussi dire que la souveraineté technologique, c'est avoir le choix. C'est la diversité des technologies. Et aujourd'hui, on a ce problème de diversité. Et donc, au-delà de la souveraineté, j'aime bien parler d'autonomie numérique. Et en fait, pour être très, très rapide, il y a 3 enjeux sur la souveraineté. Le premier, c'est clairement la résilience. C'est pour une entreprise, est-ce que je suis capable, si je ne peux plus utiliser une ou plusieurs de mes solutions logicielles, est-ce que je suis capable de pouvoir continuer à offrir un service? Et ce qui était avant de la fiction ne l'est plus. On l'a vu très rapidement avec Microsoft, qui a coupé les accès de la Cour pénale internationale du jour au lendemain. Et donc, cette résilience, elle est réelle. Le deuxième sujet, il est financier. Parce qu'il y a une étude qui a été faite par le CIGREF sur le coût aujourd'hui, en fait, les dépenses technologiques en Europe qui vont aux États-Unis. C'est 265 milliards par an. Il y a 265 milliards qui partent aux États-Unis pour nos dépenses technologiques en Europe. Et c'est 2 millions d'emplois. Donc c'est colossal. Si on arrive, pour le coup, à réfléchir 10, 20%, 30%, c'est énormément d'argent pour la tech européenne. Et le troisième sujet, il est politique. C'est que celui qui contrôle la technologie, en fait, il contrôle l'information. Et celui qui contrôle l'information peut faire beaucoup de choses. Et on l'a vu aujourd'hui en Europe, il faut qu'on arrive à contrôler, pour le coup, les technologies et que ces technologies respectent le droit européen. Joy Alexandra, Arcus a pris la direction ou le choix, ou a fait le choix de la souveraineté technologique très tôt. Quelle était finalement l'origine de cette décision? Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Donc je suis ravie d'en parler. Donc Arcus, pour resituer un petit peu de contexte, c'est 1200 collaborateurs répartis en France uniquement. Et donc pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui ne connaissaient pas Renault Truck Défense, nous sommes fournisseurs de véhicules militaires et nous fournissons notamment 90% de véhicules à roues de l'armée française. Donc un acteur de la défense et un acteur très engagé au sein de la France et notamment au sein des forces armées. L'enjeu, il était très simple chez Arcus, c'était d'avoir des solutions qui répondaient à la fois à nos besoins de conformité, parce que vous vous en doutez, on est une entreprise de défense, donc on doit répondre à un certain nombre de réglementations françaises, mais tout en gardant l'expérience utilisateur. Et donc ça, c'était le vrai enjeu, et Stanislas, tu l'as très bien dit, c'est la technologie qui drive les données, et en réalité se baser sur le fait que la technologie, elle sert aussi à pénétrer les entreprises,
et à avoir un œil et potentiellement un poids, voire un pouvoir, dans certains cas, dans les entreprises. Donc nous, on l'a vraiment placé comme axe stratégique dans nos choix technologiques. Alors de la décision à l'action, il y a quand même un vrai pas à franchir. Comment vous avez procédé ? De manière assez simple. En réalité, on a commencé aussi par des analyses de risque. Je pense que c'est important de l'avoir de manière stratégique. Encore une fois, c'est le mot essentiel, je pense, de l'avoir de manière stratégique dans les entreprises. Et ensuite, on a fait le choix, notamment de WhoDriveWorks, pour l'échange de données et l'échange des contrats et des appels d'offres. Quand vous échangez des données avec un partenaire externe, vous délivrez un petit peu de votre entreprise. Vous délivrez un peu de votre stratégie, de votre business, vos données, de là où vous voulez aller exactement et avec qui vous voulez y aller. Donc on s'est dit, OK, on va se baser sur des solutions qui sont souveraines, qui sont fiables, mais avec une expérience utilisateur qui est de la même qualité qu'avec une autre entreprise qu'on pourrait retrouver. Donc ça, c'était le premier point important. Et aussi, on a formé nos utilisateurs pour leur dire, écoutez, regardez, faites confiance à cette plateforme qui est souveraine, qui est tout autant sécurisée, voire plus sécurisée avec les qualifications de l'ANSSI qu'une autre plateforme. Et en réalité, on les a vraiment... je dirais, on les a rendus un peu ambassadeurs de cette plateforme, c'est-à-dire que maintenant, c'est même nos collaborateurs qui obligent les parties prenantes à utiliser plutôt notre plateforme et donc WhoDrive plutôt que les plateformes externes. Ouais, Stanislas, peut-être pour compléter, quels sont tes conseils pour ceux qui veulent se lancer ? Se lancer dans... Vers plus de technologies européennes. Le premier point, et Joël l'a très bien dit, ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on utilise. Le but, c'est pas de repartir non plus sur le fameux Black Phone de Nicolas Sarkozy. Ça veut dire qu'on lui avait donné un téléphone ultra sécurisé, mais qui mettait 2 secondes pour pouvoir avoir son interlocuteur. Et en fait, il a dit, la sécurité ne doit pas être, pour le coup, aux dépens, comme tu l'as dit aussi, de l'expérience utilisateur. Donc le but du jeu, c'est de faire attention. L'analyse de risque, elle est claire. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à contrôler ces technologies. Et c'est pour ça aussi qu'on doit avoir le choix. Et ça, c'est un des sujets. Et donc, 1, analyse de risque. 2, il faut évidemment qu'il y ait une adhésion des utilisateurs. Parce que s'il n'y a pas d'adhésion des utilisateurs, en fin de compte, ça ne prend pas. Peut-être qu'une des premières étapes, c'est d'évaluer le niveau de criticité des données pour ne pas basculer 100% d'un acteur peut-être américain à un acteur français. Comment Oui, je pense que c'est illusoire de penser qu'on va passer de 80% d'utilisation des solutions américaines à 0. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'on puisse travailler ensemble. Mais il y a le rapport de force qui est aujourd'hui beaucoup trop décalé en faveur des solutions américaines. Et donc, le but du jeu, déjà, c'est de savoir quels sont... On va partir un peu par le bas. Le bas, c'est la donnée. Tu en as parlé. Et c'est la donnée sensible. Et donc, il faut analyser dans ces entreprises la donnée qui peut être partagée librement et celle qui est importante. Et sur celle qui est importante, c'est là où il va falloir utiliser des solutions qui respectent un certain nombre de critères. Tu as parlé de l'ANSSI. L'ANSSI, c'est un peu notre NSA française. C'est l'ANSSI qui définit qui est un cloud de confiance et qui ne l'est pas, grâce à certaines qualifications. Et donc, en faisant confiance à l'ANSSI, on fait aussi confiance aux solutions qu'on va utiliser. Mais le premier niveau, c'est la data. Et quand on voit aujourd'hui que nos données de santé sont encore hébergées sur des solutions américaines, on se dit qu'on a encore un long chemin à faire. On se garde une marge de progression. Il y a une très très grosse marge de progression. Et je le disais, 80% aujourd'hui d'utilisation, 265 milliards. Si on passe à 60, pour le coup, c'est 20% de moins. Et donc, c'est 55 milliards chaque année pour la tech européenne. Et selon toi, finalement, les acteurs européens ont la capacité d'accompagner les entreprises dans tous leurs enjeux de transition digitale, d'IA? Arcus est un très bon exemple. Arcus nous fait confiance et on est ravis pour le coup de vous avoir comme client. Oui, moi je pense qu'il faut faire confiance. En fait, on parlait de résilience. Et on le voit au niveau des COMEX, des grands groupes, parce que la souveraineté devient un sujet de gouvernance globale, au niveau des États et au niveau des entreprises. Et ils se disent, je ne vais pas passer de tout à rien. Mais par contre, commencer à prendre 5%, 10%, 15% par exemple en hébergement, commencer à faire confiance à des fleurons de l'hébergement qu'on a en France, à des outscale, à des OVH, en disant je vais prendre 5%, 10%, c'est de faire un premier pas. Et si demain on a un problème avec son fournisseur principal, on a la capacité plus facilement à switcher. Donc je pense que le besoin qu'il y avait autrefois à n'avoir qu'un seul fournisseur, c'est fini. On se rend compte qu'il faut avoir plusieurs fournisseurs pour pouvoir avoir une résilience globale. On ne peut plus travailler avec un seul fournisseur qui fournit tout, et ne serait-ce que pour des questions de prix, parce que le prix devient un sujet et devient un poids
dans les entreprises européennes. L'IT devient un poids financier. Joy Alexandra, est-ce que la souveraineté technologique est aujourd'hui un critère important de sélection dans le cadre des appels d'offres? Alors oui, pour moi, c'est un critère important. C'est même un critère essentiel. Alors, on est une entreprise de défense, donc vous vous doutez qu'effectivement, on a certaines réglementations, mais ça va bien au-delà de ça. Stanislas l'a indiqué, la donnée sensible. Qu'est-ce qui est important dans votre entreprise? Et en fait, on considère souvent aussi que le réceptacle, au final, c'est pas très grave parce qu'on va se protéger de la fuite de données. Mais en réalité, si l'administrateur a accès à vos données, il y a quand même des questions à se poser de la confiance qu'on donne au réceptacle, à la technologie qu'on va utiliser. Donc pour nous, c'est un vrai sujet stratégique. Il y a un point de confiance dans la technologie qu'on va utiliser. Il y a aussi un point de stratégie, je l'ai dit assez souvent, mais dans une entreprise de défense, je vois difficilement comment on peut se dire, OK, on est mono-acteur, totalement dépendant d'un acteur étranger. On l'a vu dans de nombreux cas et on le voit quand les crises se déclenchent. On se retourne, on se dit ok, mais chez nous, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a, comment on peut faire, etc. etc. Nous, on ne peut pas se le permettre. Et le dernier point, si je le disais, c'est l'expérience. Et dans les appels d'offres, il y a la partie souveraineté, mais il y a la partie expérience. La bonne sécurité, c'est celle qui ne se voit pas. Donc ça, c'est hyper important. C'est que si c'est pénible à utiliser, les utilisateurs, ils vont le mettre sur le côté, ils vont dire ok, très bien, je vais tout mettre dans un cloud étranger et complètement ouvert au public. Donc ça, c'est très très important de se le dire, c'est souveraineté technologique et transparence pour l'utilisateur. Alors tu parlais tout à l'heure la souveraineté technologique comme une attractivité complémentaire pour les jeunes talents et puis de rétention de vos équipes. Tu peux nous dire comment ça se concrétise concrètement? Globalement, c'est un attrait un petit peu comme, je dirais, comme le RSE. Pour moi, ça fait partie des mêmes axes. On est français, on utilise des solutions françaises, on utilise des solutions qui sont éthiques à notre sens en termes de sécurité, en termes de qualification, en termes de relations avec les autorités. Et pour moi, c'est un vrai argument. C'est un vrai argument. J'ai des collaborateurs qui, dans l'entreprise, viennent me voir quand il y a des partenaires externes qui veulent utiliser d'autres plateformes, qui me disent t'en penses quoi de cette plateforme-là? Est-ce qu'on est sûr? Mais au final, derrière, c'est quel acteur, etc., etc. Il faut éveiller les consciences là-dessus. En réalité, les collaborateurs, ils sont absolument pas dupes sur l'utilisation qui est faite des données, mais c'est juste qu'il faut être transparent dans l'entreprise. Si ce n'est pas un sujet pour vous, ça ne sera pas un sujet pour eux. Ça, c'est clair, net et précis. Donc moi, c'est des vrais messages que je fais passer en entreprise. Et sur la partie talent, eh bien, être une entreprise française qui prône un petit peu ce Made in France et cette souveraineté technologique, ça commence à compter pour les jeunes générations et j'espère que ça va compter de plus en plus. Et Stanislas, peut-être une dernière question. Est-ce que les pouvoirs publics ne devraient pas également s'emparer de ce sujet? Alors on sait que notre président est très actif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Non, d'abord c'est un débat qui prend beaucoup d'ampleur parce qu'on a eu la chance d'avoir nos meilleurs VRP qui s'appellent Trump. Donc c'est le meilleur commercial de l'Europe. Et pour faire en sorte que l'Europe reprenne en main sa souveraineté. Et on le voit, on l'entend partout. Maintenant, on sait qu'il y a une inertie. Il y a une inertie au sein des entreprises et il y a une inertie au sein de l'État. Donc, les budgets ne vont pas changer, les stratégies ne vont pas changer du jour au lendemain, mais on voit que le débat, il est là et on peut espérer que fin d'année ou 26, les budgets soient beaucoup plus fléchés sur des solutions françaises ou européennes. Ça, c'est un peu le schéma et que, je ne vais pas donner des noms, mais quand on voit que certains appels d'offres aujourd'hui pour le domaine public sont remportés par des sociétés qui stockent des données personnelles ou des données de santé sur des clouds américains, il faut absolument que ça change. Et que quand on dit quelque chose, au niveau de l'État, il y a des vraies actions, des vrais changements. Moi, je pense qu'on n'a jamais été aussi près de pouvoir réussir ce shift. Cette transition vers plus de souveraineté. Encore une fois, le but n'est pas de faire que de la souveraineté. Le but, c'est de pouvoir travailler en complémentarité forte avec nos partenaires américains ou d'autres, les partenaires. Mais oui, il y a aussi des actions, c'est un peu technique, mais il y a des comités stratégiques de filière qui se sont créés sur le numérique de confiance pour que les industriels se mettent autour d'une table et fassent des propositions à nos décideurs politiques. Donc oui, je pense qu'il va y avoir des changements, j'espère qu'il va y avoir des changements, mais s'il n'y en a pas dans les 2 ans, il n'y en aura jamais. Ouais. Et Numeum a également, on va dire, son mot à dire pour faire rayonner les acteurs européens. Alors Numeum, c'est le premier syndicat professionnel dans le domaine du numérique. Numeum représente à peu près 80% du numérique en France. Et oui, Numeum est très engagé. Numeum représente l'ensemble de l'écosystème.
l'écosystème français, européen et aussi non européen. Donc, mais par contre, on est très engagé pour faire en sorte que la filière française puisse grandir aux côtés des autres filières. Mais on est très engagé sur la souveraineté parce qu'on pense que c'est comme ça aussi qu'on arrivera à mieux travailler ensemble. Parfait. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Pas de questions? Ben écoutez, on vous remercie. Je remercie évidemment. On est disponible Merci si vous voulez beaucoup. discuter après en On va one-to-one. continuer. Voilà. Alors, Merci. je dirais qu'on parle souvent d'une IA qui n'est pas toujours éthique et responsable. Alors, on pourrait se dire, est-ce que la souveraineté technologique n'est pas la première responsabilité à prendre? Je vous laisse y réfléchir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.